il y a 50 000 sociétés cotées dans le monde. Une société cotée est virtuellement en concurrence avec 49 999 autres. Le dividende, il est fonction d'une stratégie d'investissement. Qu'est-ce qui reste qui peut être distribué, rendu aux actionnaires dont c'est la rémunération. Ils vous ont quand même apporté du capital. La bourse, pour une société cotée, ça doit être dans la tête des dirigeants, il doit y avoir cette même dimension. Donc, pour attirer des actionnaires nouveaux, elles doivent se différencier. Et la communication financière est un moyen extrêmement efficace de se différencier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Finfluence. Aujourd'hui, j'accueille Anne Guimard. Je suis vraiment honoré de vous accueillir ici sur ce podcast. Anne Guimard qui est finalement la représentation même d'une figure emblématique des relations investisseurs dans le monde. Vous êtes qualifié comme étant une légende par l'Investor Relations Magazine dans tout ce qui concerne les relations investisseurs. Vous avez accompagné et formé plus de 1500 entreprises dans 70 pays pour les aider à développer leur stratégie de communication envers les investisseurs, à la fois particuliers et institutionnels. Est-ce que peut-être vous pourriez vous présenter très rapidement à tous ceux qui ne vous connaissent pas ? Eh bien, écoutez, d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite et que j'ai acceptée avec le plus grand plaisir. C'est très innovant ce que vous faites et la communication financière est faite d'innovation. C'est vrai que je la pratique depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé ma carrière de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte, en banque d'investissement, en salle des marchés, avant de diriger deux des plus grands et des premiers services de communication financière et de relations avec les investisseurs, avec les actionnaires, ça s'appelait à l'époque, en France, qui étaient deux grands groupes issus des privatisations. La compagnie de Saint-Gobain, notamment pour la nommer, qui était cotée sur 10 marchés différents, avec une base d'actionnaires individuels qui dépassait les 2 500 000 actionnaires. Je suis aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil en stratégie de communication financière qui s'appelle Fineo, que j'ai fondé il y a 25 ans et qui effectivement, comme vous aviez la gentillesse de l'évoquer, conseiller, forme à la communication financière les sociétés qui sont déjà cotées dans plus de 70 pays ou qui envisagent de le devenir, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de former les dirigeants de Saudi Aramco, qui était la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, puisque je crois que la capitalisation boursière, le jour de l'introduction au New York Stock Exchange, a dépassé les 2 trillions de dollars. Waouh, incroyable. Est-ce qu'on a un podcast qui est en majorité écouté par des investisseurs particuliers pour qui tout ce monde-là est nouveau ? Moi, je fais partie aussi de ces personnes pour qui c'est quand même nouveau. Est-ce que peut-être vous pourrez redéfinir très rapidement ce que c'est la communication financière, la notion de relation investisseur et en quoi c'est important ? Alors, je vais commencer par prendre un tout petit peu de recul. Avant la communication financière, il y a l'information financière. Les sociétés cotées, quelle que soit leur taille, où qu'elles soient dans le monde, quel que soit le marché sur lequel ou les marchés sur lesquels elles sont cotées, sont soumises à des obligations d'information financière et notamment de publication de leurs comptes à intervalles réguliers, de tenue de leur assemblée générale des actionnaires pour l'approbation des comptes et, le cas échéant, le versement de dividendes, la rémunération des dirigeants. La communication financière, c'est le passage qu'une société cotée décide de faire de l'information financière à la communication. Et là, le mot communication prend tout son sens. Ça ne veut pas dire raconter n'importe quoi. C'est mettre en perspective, mettre aussi en valeur ses performances historiques, ses objectifs à venir, la solidité de son modèle économique et ses principales orientations stratégiques, sa politique en termes de gouvernance, c'est s'exprimer avec des mots qui ont pour objectif de convaincre le plus grand nombre. Et ça, c'est la deuxième partie de votre question. À quoi ça sert ? Ça sert à créer de la confiance fondamentalement entre la société et ses actionnaires existants, établir aussi créer et maintenir la confiance avec ses actionnaires existants,
par vents et marées, c'est-à-dire même quand les résultats sont moins bons, voire décevants, que ce que l'actionnaire pouvait avoir espéré, voire ce que la société pouvait avoir laissé entendre, et puis entretenir un flot permanent, un flux, un pool permanent d'actionnaires, des grands, des gros, des petits, des Français, des étrangers, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou particuliers, qui à un moment donné vont venir prendre la place des actionnaires existants qui auront vendu. Un actionnaire institutionnel, son métier, c'est certes d'acheter, mais c'est aussi de vendre. Et une vente n'est pas forcément une sanction. Et dans une très grande mesure, la communication financière s'apparente à ce que j'appellerais du marketing financier. Souvent, quand on me demande ce que je fais comme métier et que je dis je fais de la communication financière, du conseil et de la formation en communication financière, on me regarde en soulevant les sourcils en disant c'est quoi ça? Et dès que j'utilise cette analogie ou cette comparaison avec le marketing, déjà ça parle plus. Il s'agit de fidéliser ses clients, ce sont les actionnaires. Il s'agit d'en attirer de nouveaux clients. C'est la prospection, sachant qu'aujourd'hui, se greffe sur la notion d'actionnaire une dimension beaucoup plus large que je trouve saine, qui est celle des parties prenantes, qu'on appelle les stakeholders par rapport aux shareholders, américains, en anglais plutôt que strictement américain. Donc c'est un métier en pleine évolution, dont l'objectif final pour la société cotée qui décide de mettre en œuvre une stratégie de communication financière, et finalement d'accroître sa valorisation. Voilà. Et cette valorisation, elle est faite de cours de bourse, elle est faite, enfin en tout cas sa traduction la plus évidente, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est celle que tout le monde voit, c'est le cours de bourse, mais c'est aussi d'éléments plus intangibles que sont la réputation, la marque, la capacité de la société à fidéliser ses clients, à attirer de nouveaux talents aussi, tout en intégrant, en prenant en compte les évolutions de la ou des sociétés dans lesquelles elle opère ou elle évolue. Et finalement, vous, votre travail, c'est justement de les aider à mieux communiquer, pour faire Tout à fait. très simple. Mon travail dans la partie conseil en communication financière, c'est de les aider pour m'exprimer en termes extrêmement simples ou même simplistes, c'est de mettre les bons mots sur leurs chiffres, de mettre une performance économique, financière, opérationnelle, voire même environnementale, en perspective avec leurs orientations stratégiques. Pourquoi les chiffres sont ce qu'ils sont? Est-ce que ce sont de bons chiffres? Est-ce que ce sont de mauvais chiffres? Et par rapport à quoi? De façon à ce que, toujours pour créer cette confiance, la créer, la maintenir dans la durée, y compris quand il y a des à-coups conjoncturels ou des trous d'air, de façon à ce que l'actionnaire, qu'il soit particulier ou institutionnel, maintienne cette confiance parce qu'il aura compris pourquoi la société avait dégagé tel niveau de résultat ou tel niveau de perte, et s'il y a matière à s'inquiéter, voire même à remettre en cause le jugement qu'on peut avoir sur cette société et décider de vendre, quitte peut-être à revenir sur les titres ultérieurement. Et ça, concrètement, cette communication-là, elle se matérialise comment? C'est-à-dire à travers les rapports annuels, les assemblées générales, ou il y a d'autres formes de communication? Alors, il y a ceux-là qui font notamment, je dirais, qui appartiennent à la dimension information financière, c'est-à-dire le cadre réglementaire, ce qu'il faut publier. Ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les actionnaires vont aller à l'Assemblée générale, vont même voter, pourtant ils devraient, ou bien vont lire le rapport annuel, sachant que les rapports annuels aujourd'hui se comptent quand même par centaines de pages. L'essentiel, c'est bien sûr pour une société, c'est même le minimum, c'est de respecter ses obligations légales en matière d'information financière et en fonction de la connaissance que la société a de son actionnariat, d'adapter les outils de communication et les moyens de diffusion de ces outils de communication à ces cibles existantes,
mais aussi ses cibles potentielles. Alors, c'est un communiqué de presse, mais on va lui donner une plus ou moins large audience, c'est-à-dire qu'au-delà de la diffusion réglementée, on peut décider d'en faire de la publicité financière dans un grand quotidien national. L'outil aujourd'hui numéro un, c'est quand même l'Internet. Nous vivons dans un monde quand même de plus en plus digitalisé, dont vous êtes un formidable exemple. Mais on peut aussi décider de communiquer par une vidéo d'un dirigeant qui va être interviewé ou commenter ses résultats, poster cette vidéo sur son site Internet. Il y a également toute la dimension de rencontre ou d'interaction physique avec les actionnaires. Ce sont les réunions d'analystes, l'Assemblée générale, bien sûr, qui est un grand événement annuel et qui est un événement qui va bien au-delà de sa seule dimension juridique. Vous avez évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le site internet, tout ce qui est en ligne, de plus en plus de choses en ligne finalement et de moins en moins de papier. Mais je crois que les actionnaires apprécient toujours de recevoir la lettre aux actionnaires pour ceux des groupes qui en publient dans leur courrier. Je crois qu'il est fondamental d'avoir une très bonne connaissance de son actionnariat et de ses attentes en termes de nature, quantité, fréquence et support de communication. Oui, ok. Et ça fait 25 ans que vous faites ça. Fillot a 25 ans cette année, oui. Voilà. Fait, ouais. Donc c'est un très bel anniversaire. Oui. Et est-ce que vous avez pu voir une évolution dans la communication financière? Je pense que vous allez peut-être aborder déjà le format, c'est-à-dire Internet, mais aussi au niveau de la réglementation. Est-ce que c'est de plus en plus réglementé? Est-ce que c'est de moins en moins réglementé? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Vous savez, la communication financière, elle évolue sous l'effet de deux grands courants. Et c'est vrai dans le monde entier. La réglementation est l'un de ces drivers, l'un de ces éléments qui vont faire évoluer la communication financière. La réglementation a toujours évolué et les émetteurs ont toujours dit qu'il y en avait trop. Bon. Mais c'est un fait et auquel il faut s'adapter, et j'y reviendrai si vous voulez. Et l'autre, c'est la technologie, l'innovation. Quand les premiers communiqués de résultats qu'ont publiés à la compagnie Saint-Gobain après sa privatisation, ils étaient envoyés par des téléx. Bon. Et puis après, on est passé au fax, et puis aujourd'hui, ça passe par Internet. L'innovation technologique est pour moi un moteur aussi puissant d'évolution de la communication financière dans toutes ses dimensions que la réglementation. Ce qui fait aussi que être coté n'est pas forcément pour tout le monde. Et je dis ça sans jugement de valeur. Une réglementation a pour objectif premier de protéger les actionnaires, d'instaurer, d'inculquer, d'inscrire la société cotée dans une discipline légale et juridique et financière. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, elle prend une autre forme, cette évolution de la réglementation, parce que nous évoluons dans des sociétés où la transparence est quand même déjà très largement répandue et acceptée. Mais on va s'attaquer, si je puis dire, à la réglementation sur des principes qui restent la transparence, une information qui est sincère, qui est objective, qui n'est pas trompeuse. La réglementation va évoluer sur des dimensions qui sont plus sociétales. Et j'en veux pour preuve tout ce qui a trait à la réglementation concernant l'environnement. Le fameux thème ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et justement, ces critères ESG, aujourd'hui, prennent une grosse part de la communication? Ils sont nouveaux. Enfin, ça dépend des pays, en fait. L'Europe et en particulier la France ont commencé à mettre en œuvre une forme de réglementation sur ces thématiques-là dès les années 2000. Vous avez un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un marché que je connais bien depuis longtemps pour y avoir de nombreux clients, où la réglementation est l'une des plus sévères au monde, ou strictes, exigeantes, exigeantes, disons plutôt, depuis 2004 déjà.
ils sont nouveaux, donc forcément, peuvent donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus contraignants que des réglementations plus anciennes qui portent, par exemple, sur la diffusion d'informations privilégiées, qui a été renforcée au niveau, les contraintes ou les sanctions ont été renforcées au niveau européen. Ça prend un autre nom aux États-Unis. L'ESG, aujourd'hui, est fait, j'allais dire, la une des journaux, ou est une thématique extrêmement prégnante, effectivement, dans les innovations, dans les nouveautés en communication financière. Mais l'ESG, c'est le E, le S et le G. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du E, de tout ce qui concerne le changement climatique, l'environnement. On parle encore assez peu, finalement, de la dimension sociale que ces évolutions du changement climatique vont avoir sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et la gouvernance, de son côté, est quand même déjà extrêmement normée, réglementée depuis très longtemps. Les thématiques à l'intérieur de la gouvernance évoluent, enfin plutôt le coup de projecteur peut évoluer après des années où on s'est beaucoup posé de questions sur la structure idéale de la gouvernance, avec la dissociation des pouvoirs entre président et directeur général. Aujourd'hui, l'accent ou l'intérêt ou le coup de projecteur est davantage donné sur la rémunération des dirigeants ou bien l'inaction climatique, ou ce que font les sociétés cotées pour réduire la sous-traitance, par exemple, à des producteurs ou des sous-traitants, le recours à la sous-traitance, pardon, à des sous-traitants qui eux-mêmes ne respecteraient pas certains critères de gouvernance, de respect de l'environnement et de gestion sociale. Donc pour moi, ce sont des critères qui évoluent. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas quelle est la grande prochaine vague de réglementation. Ce sont des facteurs qui, de mon point de vue, doivent être dépassés par la société cotée. Je m'explique en disant ça. La réglementation en soi n'est pas une fin, une limite à ne pas dépasser. Pour moi, au contraire, j'ai toujours considéré que la réglementation boursière, en termes de diffusion de l'information, il y a toutes sortes de réglementations boursières, mais celle à laquelle je fais allusion, c'est vraiment celle qui concerne l'information financière. Elle pose un cadre minimum nécessaire qui ne doit pas empêcher les sociétés de communiquer mieux, notamment parce que la réglementation n'est pas faite pour ne prévoit pas tous les cas de figure qui peuvent correspondre à tous les modèles économiques différents de toutes les sociétés cotées. Et les sociétés cotées apprennent progressivement ou sont demandeuses ou sont disponibles pour améliorer la façon dont elles communiquent. Et ça peut passer par communiquer davantage. Mais fondamentalement, c'est communiquer mieux. C'est, encore une fois, toujours ce passage de l'information à la communication financière. Et justement, qu'est-ce que vous conseilleriez à la limite à des boîtes dans les enjeux actuels, en prenant en compte tous les enjeux actuels, à la fois en termes de format et en termes de réglementation, ou les deux piliers que vous avez décrits tout à l'heure, qui sont la technologie et la réglementation. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement à ces boîtes pour... Le conseil premier que je leur donnerais, et que je donne d'ailleurs presque au quotidien, c'est de bien connaître leurs audiences, de bien connaître leurs cibles, en particulier lors les phases, comme c'est le cas ces jours-ci, de préparation des résultats du premier trimestre qui s'est terminé au mois de mars, d'intégrer dans la préparation de leurs messages le fait que ces messages vont être diffusés, lus par d'autres parties prenantes que strictement les investisseurs ou les analystes financiers auxquels, de facto, et c'est inévitable et c'est normal, elles pensent d'abord à s'adresser.
Donc, ça passe par peut-être davantage de vulgarisation dans dans leur écriture, moins de jargon, un communiqué de presse qui doit être compréhensible par tous, y compris des gens qui ne sont pas financiers, des gens qui ne sont pas de l'entreprise, des gens qui ne connaissent pas le métier de la société dans ses moindres détails. Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça marche aussi pour la communication financière, parce que le communiqué va être repris, et c'est une reprise qui n'est pas maîtrisée par la société, d'où l'intérêt effectivement d'être compréhensible dès la première ligne par le plus grand nombre. Le communiqué va être repris par les journalistes. Le communiqué est instantanément dans le monde entier. Le communiqué peut donc attirer potentiellement un partenaire commercial qui va découvrir votre société à l'occasion de ce communiqué et dont la lecture va peut-être lui donner envie de travailler avec vous. Va être sur toutes sortes de réseaux sociaux de façon indirecte ou par votre intermédiaire. Peu de sociétés à ce jour s'aventurent à utiliser ne serait-ce que LinkedIn pour diffuser leur communiqué. On ne maîtrise plus le destinataire final et la compréhension que le destinataire final a de votre information. Et donc c'est dans votre intérêt, toujours pour créer de l'intérêt, de la confiance, j'allais dire de l'appât. C'est peut-être trivial, mais contribuer au maintien et au développement d'une communauté d'investisseurs actifs et potentiels qui s'intéressent à votre société et qui peuvent potentiellement devenir un jour actionnaires s'ils ne le sont déjà, voire accroître la position qu'ils ont dans vos titres. Donc le gros conseil, c'est ça, c'est de bien déjà comprendre l'actionnaire type pour mieux s'adresser à lui. Oui. Et du coup, il y a des sociétés qui vont avoir cet enjeu de rajeunissement de l'actionnaire quand même. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un gros enjeu pour beaucoup de sociétés ces prochaines années. Qu'est-ce qu'ils doivent faire du coup? Est-ce qu'ils doivent se concentrer sur les anciens actionnaires, continuer de communiquer envers eux, donc avec plutôt des médias traditionnels? Est-ce qu'ils doivent communiquer envers des nouveaux actionnaires puisque c'est les actionnaires de demain? Je pense qu'il faut que ces sociétés qui ne le pratiquent pas encore se familiarisent avec ces nouveaux modes de communication, tout en gardant en tête que, quel que soit le mode de communication choisi, la cohérence doit être absolue dans les thématiques jusqu'au choix des mots pour expliquer une performance ou argumenter un recul des bénéfices ou vanter les mérites d'une innovation ou d'un nouveau produit. Mais de façon structurelle et complètement stratégique, une société doit d'abord être sûre qu'elle connaît bien son actionnariat et que cette connaissance intime, la plus intime possible, vous savez, c'est le Graal des sociétés, c'est connaître leur actionnaire jusqu'à une action, la première action détenue. C'est techniquement difficile. Mais pour moi, bien connaître son actionnariat, c'est un impératif. Pourquoi? Parce qu'une société a une stratégie de long terme. Forcément, on est des entrepreneurs, donc on regarde au-delà des résultats du trimestre quand on publie des résultats trimestriels. La qualité de la stratégie, la qualité de l'exécution de cette stratégie va largement dépendre de la structure de l'actionnariat. Vous avez des actionnaires qui vous suivent et donc qui vont contribuer au financement de cette stratégie ou pas. Si vous avez un actionnariat qui est trop volatile et qui va partir à la moindre tempête, ou parce qu'un jour vous avez déçu, ou parce que bien malgré vous, vous subissez les effets de taux d'intérêt, des taux de change, des événements en fait sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, de type Covid. Ça a été une expérience en communication financière extrêmement intéressante. Ou bien vous avez un actionnariat qui vous fait confiance parce que, j'allais dire en termes extrêmement, encore une fois, simplistes, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites.
C'est pour moi une image que j'utilise souvent dans les formations à la communication financière que je peux faire, notamment auprès des sociétés qui se posent des questions sur la pertinence de donner des objectifs ou pas. Et je leur dis souvent, être coté, c'est avoir entamé un voyage. Et donc, vous êtes dans une voiture ou dans un bus ou dans un avion et vous voulez avoir de nouveaux passagers. Il vous faut de nouveaux passagers pour mener ce voyage à bien parce qu'il y a peut-être des passagers qui vont descendre en cours de route. Mais moi, je peux être un voyageur ou une voyageuse potentielle dans ce voyage, mais j'ai besoin que vous me disiez quand même où on va. Oui, effectivement. Et justement, au niveau des actionnaires, ce sera peut-être une belle transition vers votre livre que j'ai lu, dont je parlerai tout à l'heure, parce que je suis dans l'obligation d'en parler, tant il est bien fait. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Mais dans votre livre, à un moment, vous parlez de l'actionnariat individuel versus l'actionnariat institutionnel, entre guillemets, hein, vous ne les mettez pas en opposition, mais vous dites que l'actionnariat individuel, donc l'actionnaire lambda, finalement est plus stable et plus long terme que l'actionnaire institutionnel. Oui, tout à fait. Il y a des études académiques, la recherche académique l'a prouvé de très longue date. L'actionnaire individuel et l'actionnariat salarié, quand il existe, ont la réputation, enfin il est prouvé qu'ils sont plus stables dans la durée. Voilà. Et donc en fait finalement... Mais vous pouvez aussi avoir, pardonnez-moi de vous interrompre, ouais. Vous pouvez aussi avoir des investisseurs institutionnels qui sont très stables dans la durée. Hein. Okay. C'est pour ça que vous aviez raison de dire que ces deux catégories ne doivent pas être opposées. Oui, totalement. Et donc du coup, une boîte, une société devrait plutôt chercher à avoir des actionnaires individuels classiques, et donc favoriser un petit peu cette communication financière en ce sens, ou des institutionnels? Non, pour moi, le choix ne se fait pas dans ces termes-là. Qui se ressemble s'assemble. Okay. Un des éléments non négligeables de la maîtrise qu'on peut avoir j'allais dire de la configuration active qu'on peut vouloir faire de son actionnariat, c'est la politique dividendaire. Par exemple, une société qui, pour X ou Y raison, et en particulier ayant trait à son modèle économique, de génération de cash ou de gros besoins d'investissement, une société peut décider de ne pas verser de dividendes. Si cette société rêve d'avoir des fonds de pension à son capital, parce que les fonds de pension sont des investisseurs à long terme, voudrait avoir des actionnaires individuels pour mieux faire connaître ses produits, par exemple, au plus grand nombre. Un actionnaire peut être un client, il ne faut jamais l'oublier. Un client peut aussi être un actionnaire. Ne pas verser de dividendes va être rédhibitoire. Elle ne pourra, je ne dis pas qu'il faut absolument verser des dividendes, mais dans le cas de ce type de société-là, qui ne verse pas de dividendes, l'argumentation est la suivante. Elles vont attirer des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qui vont investir dans la perspective d'une appréciation de leur capital. Autrement dit, d'une bonne plus-value, d'une plus-value substantielle, quand ils décideront de revendre leur titre. Une société a l'actionnariat qu'elle mérite. Voilà. Une société peut avoir, dans une certaine mesure, la main sur la configuration de cet actionnariat. Par exemple, j'ai eu comme client une société qui était une société dans le logiciel, qui était cotée en France et aux États-Unis, et dont le chiffre d'affaires était réparti également entre la France et les États-Unis. Et c'est une société qui d'abord était cotée au Nasdaq avant d'être cotée sur Euronext. Pourquoi elle s'est cotée sur Euronext ? Ce n'était pas du tout pour lever des fonds, c'était parce que dès sa cotation au Nasdaq, elle faisait des roadshows en Europe et que les investisseurs institutionnels européens lui disaient « Mais pourquoi ne vous cotez-vous pas en Europe ? Votre métier nous intéresse, mais vous savez, il y a quand même 6 heures minimum de décalage horaire. La devise n'est pas la même. Venez vous coter en Europe. » Et ma tâche en tant que conseil dans cette société, ça a été justement de veiller à un équilibrage de la structure d'actionnariat de cette société qui ne versait pas de dividendes.
Donc cette société n'a jamais eu comme stratégie de communication active d'attirer des actionnaires individuels parce qu'elle, stratégiquement, elle n'en ressentait pas le besoin. Mais c'était assumé. Donc je n'ai aucun propos critique à ce sujet-là. A contrario, une société qui peut avoir un capital très éclaté, qui peut avoir des produits de grande consommation, et il y a des champions mondiaux en France pour ce faire, qui peut avoir une politique de dividendes, qui peut avoir les moyens aussi d'une politique de dividendes généreuse, peut vouloir effectivement avoir un noyau, se créer, entretenir un noyau relativement stable d'actionnaires individuels. Alors ça va passer peut-être par des réunions en province ou des réunions à Paris, des événements comme ceux que vous faites, des visites de sites, des clubs d'actionnaires, voire même pour certaines d'entre elles avec le système de titres détenus sous la forme, le contraire du porteur nominatif. Voilà, merci, pardon, l'adjectif m'échappe. Pouvoir accorder aux actionnaires de long terme, c'est-à-dire ceux qui sont restés au nominatif pendant au moins 2 ou plusieurs années, d'avoir une action gratuite ou un dividende majoré. Il y a toutes sortes de leviers actionnables par la société cotée, qui sont des leviers de stratégie financière, de structure juridique et de communication, pour avoir l'actionnariat qui lui convient, l'actionnariat qui va pouvoir l'accompagner dans la durée, dans la mise en œuvre de sa stratégie. C'est vrai que le dividende, j'ai l'impression que si la société n'est pas assez établie, le risque, c'est qu'elle ne puisse plus verser le dividende, et en fait... Parfois, peut-être que la société elle va mettre le doigt dans quelque chose qu'elle ne va pas pouvoir assumer les années à venir, mais je ne sais pas si c'est... On pourrait parler pendant des heures de la stratégie dividendaire. Une société doit avoir une stratégie dividendaire. Toute ne publie pas de politique de dividende pour autant. Je reviens à un mot que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui de la cohérence. Le dividende, il est fonction d'une stratégie d'investissement. De combien de cash, de combien de ressources la société va-t-elle avoir besoin pour investir dans sa croissance future? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste qui peut être distribué, rendu aux actionnaires dont c'est la rémunération? Ils vous ont quand même apporté du capital. Ça évolue aussi en fonction, bien sûr, des résultats, des perspectives de résultats de la société. Comme en toute chose, la volatilité, les à-coups, une année on en paye, une année on n'en paye pas. Ça aura des conséquences sur l'actionnariat, et peut-être qu'il y a des sociétés, je ne serais d'ailleurs pas surprise qu'il y ait des sociétés que ça ne gêne pas. Et puis, il y a aussi la notion de rachat d'actions. J'avais vu une étude qui parlait, donc le rachat d'actions qui est de manière caricaturale et très simpliste, un dividende défiscalisé, comme certains aiment l'appeler. J'avais vu une étude justement qui montrait que en fait, ces 20 dernières années, il y avait eu beaucoup plus de rachats d'actions, surtout sur les sociétés américaines, qu'il y en avait eu le siècle dernier. Vous en pensez quoi de cette politique-là ? Les rachats d'actions en communication financière sont l'exemple même d'une épée à double tranchant. Quand on a un actionnariat individuel large, l'actionnariat individuel large, et je dirais comme vous et moi, il veut du cash. Voilà. Et donc, le rachat d'actions, c'est de l'utilisation du capital qui ne va pas lui arriver de façon directe. Bon. Le rachat d'actions, c'est une stratégie parmi d'autres d'allocation du capital. Elle ne peut être mise en œuvre que quand on connaît son actionnariat. Et j'ai un client qui a récemment lancé son premier programme de rachat d'actions, parce que ses actionnaires institutionnels le lui demandaient. Ça a permis de réduire, on va dire facialement, de façon simpliste, d'améliorer la rentabilité ou les perspectives de valorisation du titre. Mais pour l'actionnaire individuel, c'est déjà beaucoup plus lointain.
Il se trouve que ce client, en l'occurrence, verse un dividende généreux. Donc, je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Pourquoi est-ce que je dis que c'est à double tranchant? C'est que le rachat d'actions peut aussi être perçu comme une absence de projet d'investissement. Mm. Il n'y a plus d'acquisitions à faire ou elles sont trop chères. Enfin, le message, c'est qu'il n'y a plus d'acquisitions à faire. On n'a pas de gros investissements, on n'a pas de besoin pour des investissements importants. Donc, on va racheter nos titres parce que c'est la meilleure façon d'utiliser le cash qu'on a. Pourquoi pas? Là encore, nous aurions tort de généraliser. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Et quand on a un large actionnariat individuel, ce qui est un peu notre propos aujourd'hui, le rachat d'actions est peut-être un peu risqué si à côté on n'a pas une relativement généreuse politique de versement de dividendes. Non, mais c'est hyper intéressant comment vous l'avez abordé, parce qu'effectivement, je pense que vous avez raison, le sujet est vraiment dans le fait de connaître ses actionnaires. Puisque si les actionnaires attendent que l'entreprise, voilà, je sais pas, fasse des acquisitions, investisse dans la R&D, etc., et que l'entreprise est plutôt dans une politique de rémunération de l'actionnaire indirecte avec le rachat d'actions, bah, c'est pas du tout dans la même non, on lignée. On passe pas le même message. C'est ça. Non, toute considération financière mise à part, on passe pas du tout le même message. Ok, bah, génial. Concernant les investisseurs particuliers, du coup, qui regardent en majorité, pas que, mais en majorité ce podcast, quels conseils peut-être vous leur donneriez pour faire, comment dire, rester vigilant, faire attention aux communications financières qui pourraient être trompeuses? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe déjà? Alors, ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare parce que c'est très, très, très lourdement sanctionné, non seulement par des amendes, en espèces sonnantes et trébuchantes, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est dévastateur pour la réputation de l'entreprise et de ses dirigeants qui auraient mis le doigt dans cet engrenage. Je pense que, comme en toute chose, un actionnaire doit exercer son discernement. Voilà. Et dans la durée, regardez comment une société s'est exprimée l'année dernière ou il y a 2 ans. Regardez si elle a changé d'indicateur de performance. Regardez ce qu'écrit la presse quand c'est possible. Regardez ce qu'écrivent les investisseurs institutionnels, les analystes financiers. Les investisseurs institutionnels écrivent peu sur les valeurs qu'ils choisissent, sauf éventuellement à s'exprimer dans certaines interviews. Mais c'est exercer son discernement. Voilà. Comme en toute chose. Avant d'acheter une maison, vous allez regarder le quartier. Vous allez regarder si la mairie a des ordres de travaux d'infrastructure importants qui vont vous couper le paysage. Et surtout, ne jamais investir dans une société qu'on ne comprend pas. Alors, c'est le vieux principe, mais toujours valable, et je pense qu'il va le rester, de Warren Buffett, c'est investir dans des choses qu'on connaît et qu'on comprend. Et c'est aller chercher des réponses aux questions quand on en a. Et la société toute société cotée a forcément, sous des formes diverses et variées, d'ailleurs selon la taille des sociétés, un interlocuteur auquel s'adresser. Vous savez, investir dans une société, c'est de la part d'un actionnaire aussi faire acte de confiance. Voilà. Justement, c'est quelque chose qui est très peu connu. En tout cas, je sais que d'une majorité de l'audience jeune, c'est quelque chose qui est très peu connu, le fait qu'on puisse contacter les relations investisseurs des entreprises. Comment ça se passe concrètement? Si on est actionnaire, je ne sais pas, d'une société française, peu importe, comment ça se passe? Alors, il y a la plupart du temps, sinon tout le temps, il y a des coordonnées à la fin d'un communiqué de résultat. Voilà. Alors, suivant la taille des sociétés, certaines ont des services qui sont dédiés.
à interagir et à être en relation avec et donc au service des actionnaires individuels, dont les coordonnées figurent dans les rapports annuels et sur les sites Internet. Elles sont là pour ça. C'est la notion de service. Tout à fait. Et comment on peut être sûr que comment dire, la communication soit peut-être pas trompeuse, mais forcément, imaginons qu'on ait un petit doute, on voit des résultats et on se dit bon, bah, je vais poser la question au service aux actionnaires. Forcément, ils vont vouloir, entre guillemets, mettre en avant leur entreprise. Vous savez, un service aux actionnaires, c'est pas uniquement de la promotion ou du marketing tous azimuts. Hein. Il y a une responsabilité aussi qui s'exerce. Et donc, s'il est légitime qu'elles mettent en avant leur société, tout dépend quand même de la nature de la question, elles savent parfaitement les risques auxquels elles s'exposent si elles transgressent la notion d'information sincère. Voilà. Donc, Okay. Ça fait partie, c'est une source d'information, ça ne doit jamais être la seule. Bien sûr. Ok, et on a il y a eu un tournant clairement pendant le Covid. On a de plus en plus d'investisseurs particuliers, 1,5 million. On en parlait tout à l'heure en off, de nouveaux investisseurs particuliers, des investisseurs qui ont vraiment comment dire, des comportements qui sont totalement différents de ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Premièrement, ils s'informent plutôt via les médias digitaux, médias entre guillemets, plutôt même à travers les influenceurs. Oui. Deuxièmement, ils investissent beaucoup grâce à des néo-courtiers. Et ces néo-courtiers-là permettent très facilement l'ouverture de comptes titres, permettent d'investir sur des marchés étrangers avec 1 euro de frais de courtage ou parfois moins. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère, entre guillemets, où on assiste à la fin d'un biais domestique, la fin d'investisseurs français, pour prendre le cas des investisseurs français, qui investissent majoritairement dans des entreprises françaises? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que pour revenir à la notion de biais domestique, pour investir dans des sociétés étrangères, quelle que soit la facilité effectivement accrue avec laquelle ça peut être fait, sauf à déléguer votre gestion à un spécialiste, vous allez quand même vouloir savoir où vous mettez votre argent. Bon. Est-ce que l'information de cette société étrangère est disponible en français ? Quelque chose de tout bête. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, vous allez savoir à qui vous adresser? Quid du décalage horaire? Investir dans des sociétés étrangères, c'est une stratégie de diversification de portefeuille et c'est une stratégie saine en soi. Je ne crois pas que les évolutions auxquelles vous faites allusion vont dramatiquement changer, révolutionner le profil de l'investissement ou la nature du portefeuille. Pour moi, ça va exister et toute évolution dans ce sens-là qui contribue à finalement diversifier les sources de revenus des uns et des autres et des actionnaires individuels, si elle est maîtrisée, est saine. Aux États-Unis, le Covid a également donné lieu à une explosion de l'actionnariat individuel dans un pays où de toute façon c'est déjà culturellement implanté. Bon, en France, c'est plus récent. C'est vrai que le Covid a accéléré les choses. Pourquoi pas? Je n'ai pas d'argument contre à vous opposer. Pour moi, les principes restent les mêmes. C'est où trouver l'information, comment exercer son jugement, son discernement, et puis on garde toujours la liberté de ne pas investir aussi. Voilà. Oui. Et que pensez-vous un petit peu de l'essor du monde de la finfluence? Donc vraiment ces influenceurs financiers réglementés, on va parler peut-être de la partie réglementée, évidemment pas de la partie comment dire qui fait vraiment sujet à débat. Quels sont les points qui sont positifs selon vous? Quels sont les points de vigilance sur tout ce nouveau monde-là? C'est une question de responsabilité pour moi et de responsabilisation. Ce sont de nouveaux canaux de diffusion de l'information, ou plutôt de relais de l'information de l'émetteur, et avec une dimension que je qualifierais au bon sens du terme de journalistique, de commentaires, avec, comme le font certaines publications financières, de prescription.
vous devriez acheter telle société ou vous devriez vendre telle société. Bon. Ou là où on entre dans une autre dimension. Vous avez vu comment dire, des publications comme ça, vraiment de Non, prescription? de finfluenceurs, je reconnais Ok. que je n'en ai pas vu. Ça existe peut-être et je dois admettre que ça, je ne sais pas. Mais je reviens un instant sur les journaux Oui. prescripteurs. Bon, la presse économique et la presse boursière prescriptrice, qui aujourd'hui diffuse, enfin aujourd'hui c'est peut-être pas dire, mais dont les préconisations ou les recommandations d'investissement sont disponibles sur Internet. L'actionnariat, l'explosion ou l'essor de l'actionnariat individuel ou le rajeunissement auquel vous faisiez allusion il y a un instant signifie que cette masse d'actionnaires individuels n'a toujours eu dans sa vie comme première source d'information, toute nature d'information confondue, que le digital, que Internet et ou leur téléphone portable. Il est tout à fait normal qu'elles utilisent ces médias-là le jour où elles veulent investir en bourse. La responsabilité de l'émetteur n'est pas la même. L'émetteur diffuse une information qui correspond à la réglementation qui lui est en vigueur, mais il ne peut pas avoir de prise ou de responsabilité sur la façon dont cette information ou cette communication va être interprétée et traduite en recommandation d'investissement ou pas. Mais l'émetteur, en revanche, ne doit pas ignorer l'usage qui est fait de son information par ces nouvelles sources de diffusion. Et donc, en termes, j'allais dire, très pratico-pratiques, intégrer ces vocabulaires-là dans sa communication financière. C'est vrai que ça doit rester majoritairement de la pédagogie, de la sensibilisation, et dès lors qu'on entre dans du conseil financier, ça peut très vite dévier, et finalement, il y a quand même une notion de responsabilité qu'il faut avoir de toutes les parties. Il y a la notion de responsabilité dans tout, mais il y a aussi le libre arbitre de l'actionnaire qui peut décider, en son âme et conscience, de suivre telle ou telle recommandation. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et l'émetteur n'y a pas part. Et justement, ça fera la deuxième transition, et je pense que celle-là, on la poussera jusqu'au bout. Parce que vous en parlez de ça aussi dans votre livre. Vous êtes, je crois, la première personne que je vois qui en parle du fameux libre arbitre de l'actionnaire, qui a aussi sa part de responsabilité. Donc par exemple, dans le cas de la finfluence ou dans le cas des médias traditionnels, le lecteur, le téléspectateur qui va regarder ça, qui a sa part de responsabilité. J'ai repris un commentaire que j'avais vu de votre livre qui disait que donc, ces livres, donc en parlant de vous, devraient être lus par tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et c'est des opinions donc c'était en anglais, qui matters, donc vraiment qui comptent particulièrement dans tout le domaine. J'ai tellement lu d'avis sur ce livre que je me suis dit que j'étais obligé de le lire avant de faire cette interview, et du coup je confirme, je le trouve très intéressant parce qu'en fait justement il aborde, c'est ce que je vous ai dit aussi en off, mais il est extrêmement clair en fait. Je m'attendais à quelque chose de peut-être, comment on pourrait dire, comme c'est pas le sujet qui est le plus forcément le plus facile à appréhender, je m'attendais à quelque chose de difficile à lire ou quoi que ce soit. Pas du tout, il est extrêmement clair. Je trouve que c'est un manuel finalement qui est très clair, un guide d'utilisation. Il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai retenues de ce livre et qui m'ont marqué, dont cette notion-là justement de l'investisseur particulier qui a vraiment sa part de responsabilité, tous les formats de négociation, enfin de communication financière qu'ont les entreprises. Peut-être, si on l'a mis là carrément. Oui, je suis très flattée. Non, mais oui, franchement, ça nous a fait plaisir. Et puis, on est aussi très honorés de vous avoir ici. Peut-être, si vous aviez un conseil à donner, peut-être une phrase ou une chose que vous vouliez partager qui est hyper importante, qui vous tient particulièrement à cœur, une idée principale, soit qui vient du livre, soit que vous avez après 25 ans d'expérience dans le domaine, qu'est-ce que ça serait ? La philosophie de Finéo, c'est que
à performance économique et financière égale, la qualité de la communication financière peut se traduire par une meilleure valorisation. Vous savez que je l'ai noté là. Ah. J'ai repris ça. En fait, j'ai noté des trucs dans. Et vous voyez, Ça, c'est je incroyable. n'ai pas changé d'avis Ouais. depuis 25 ans sur ce point-là. Et la qualité de la communication financière, c'est pas la même chose que la qualité des résultats. Voilà. Et un investisseur, un particulier, vous savez, quand ça se traduit par des choses extrêmement simples et pratiques, hein, un investisseur, un particulier ou un institutionnel, il a le choix. Vous savez, je vais vous poser à moi que je vais vous poser une question. Très bien. Vous savez combien il y a de sociétés cotées dans le monde? Bah, attendez, je sais pas, peut-être 12 000 50 000. 50 000, d'accord. Ouais. Il y a 50 000 sociétés cotées dans le monde. Ok. Et donc, je dis souvent à mes clients, quand on commence à travailler ensemble et que j'aborde cette notion de concurrence, une société cotée est virtuellement en concurrence avec 49 999 autres. Donc, c'est comme quand vous avez un produit, une voiture, vous êtes constructeur automobile, il y a quand même beaucoup de concurrence autour de vous. Mais la bourse, pour une société cotée, ça doit être dans la tête des dirigeants, il doit y avoir cette même dimension. Et donc, pour se distinguer, donc pour attirer des actionnaires nouveaux, parce que les sociétés ont besoin d'actionnaires nouveaux au fur et à mesure que leur cycle de vie se déroule, elles doivent se différencier. Et la communication financière est un moyen extrêmement efficace de se différencier. Soit votre communiqué de presse est enterré au fin fond de votre site internet et donc trouvable au bout de 10 ou 15 clics, et je force le trait, bien sûr, soit il est en première page. Soit votre communiqué de résultat, il est plein d'acronymes et sans glossaire à la fin. Il est incompréhensible par le commun des mortels qui n'est pas l'analyste financier qui suit votre secteur. Soit il est agréable à lire. Voilà. Ça fait partie des éléments de différenciation de la communication financière. Soit il y a un nom de contact sur le communiqué de résultat, soit il n'y a personne. Ou il y a le nom du standard. Enfin, le numéro de téléphone du standard. Voilà. Et le standard n'est pas prévenu, c'est une histoire vraie, et le standard n'est pas prévenu que ce jour-là, la société va publier des résultats. Et donc le téléphone sonne. Les communiqués des résultats sont souvent publiés très tôt le matin, mais en général, à 8 heures, les standards ne sont pas toujours ouverts. Donc j'ai un client, un très ancien client, c'était au début de Finéo, auquel ça a coûté fort cher. D'accord. Ah bah... C'est du marketing, c'est de la relation, c'est à dessein que je ramène cette thématique sous l'angle du marketing. Parce que c'est pas parce que c'est de la communication financière, c'est pas parce qu'il y a le mot finance dedans que ça doit être compliqué. Non. Souvent, s'exprimer dans toutes sortes de métiers, mais en particulier dans celui-là qui est le mien, par analogie, aide à mieux faire comprendre et aide à mieux convaincre. Et convaincre toutes les parties prenantes, pas uniquement les actionnaires. Très bien. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci aussi pour toute l'expertise que vous avez apportée et pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer et de vous donner le coup de main que vous méritez assurément pour développer cette dimension encore trop peu méconnue, mais dont je suis persuadée que dans l'ère digitale dans laquelle nous vivons, elle est appelée à prendre de l'ampleur. Bonne chance à vous et merci encore. Merci beaucoup Anne et on se dit à très vite. À très bientôt.